Salut les gars, aujourd'hui vidéo un peu spéciale, ça faisait un petit moment que je voulais faire ça, et en fait, là l'occasion s'est présentée parce que je ne suis pas chez moi pendant quelques temps, et du coup plutôt que vous laisser orphelin de vidéos, je me suis dit, on va faire un format un peu plus cool, un peu plus détente. Vous allez me poser des questions sur Instagram, enfin vous me les avez déjà posées, et je vais vous y répondre. Si vous avez l'habitude d'écouter des podcasts, là on est vraiment dans cet esprit, il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas de cut, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de script. C'est de l'impro, enfin, le seul support que je vais avoir, c'est les questions que vous m'avez posées. D'ailleurs, il y en a un petit peu de... Il y a de tout, il y a des questions sérieuses, des questions pas sérieuses, plus ou moins légères. Je dois dire d'ailleurs que vous avez vachement joué le jeu, et je vous en remercie, parce que c'était un petit peu le problème et la limite de ce format. C'est que si personne me pose de questions, on va aller vite. Mais là, il y en a beaucoup. Ça va me forcer d'ailleurs à ne pas ouvrir trop de tiroirs et à pas trop digresser, pour essayer de répondre au maximum d'entre vous. On va pas se prendre la tête, on va regarder vos questions et on va faire dans l'ordre qu'Instagram me les propose, dans l'ordre dans lequel Instagram me les propose. Et voilà, m'en voulez pas, il va forcément y avoir des bafouillages, il va y avoir peut-être des mots mâchés, je vais m'arrêter pour boire, je vais boire régulièrement d'ailleurs. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Si vous avez encore une fois l'habitude d'écouter des podcasts, là c'est le même état d'esprit, donc vous pouvez aller marcher, vous pouvez quitter la vidéo et revenir quand vous serez en voiture pour l'écouter en même temps que vous conduisez. Là, pour une fois, le montage, la vidéo, le visionnage n'aura pas de plus-value à l'écoute en tant que telle. Donc vous pouvez faire votre séance de sport en même temps, bref, je vais pas vous donner 25 exemples, vous avez compris. Soit vous aimez ce genre de format et dans ce cas-là, bienvenue, soit c'est pas le cas et dans ce cas-là, c'est pas grave, je vous ressortirai soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, une vidéo beaucoup plus classique. Et d'ailleurs, moi, ça me permet de me libérer parce que là, du coup, on est sur un format totalement inédit sur ma chaîne. Et du coup, je m'en fous totalement des stats. Enfin, je suis pas comme... je dis pas que d'habitude je cours après les statistiques, même parce que c'est faux, mais il y a quand même... je suis attentif, puis c'est important, voilà, je suis sur une chaîne qui vise une croissance, et tu peux pas avoir une croissance intéressante si tu suis pas un minimum tes statistiques, ne serait-ce que pour faire une analyse de ce qui fonctionne pas, ce que tu fais bien, ce que tu fais mal, etc. Mais là où je veux en venir, c'est que là, c'est un format totalement nouveau, que je fais plus... à défaut de ne rien faire, dans le sens où si je ne faisais pas cette vidéo, je ferais rien. Donc, quand bien même vous êtes allé sans à regarder, ce serait une catastrophe par rapport à mes statistiques habituelles, mais sur ce format-là, j'ai aucun problème, vous pouvez être limite 50, je m'en fous. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, si c'est un format qui vous plaît, alors je devrais plutôt le dire à la fin, mais j'ai peur de l'oublier, si c'est un format qui vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Là, je suis pas en train de vous demander de gratter comme je le fais habituellement, de gratter des commentaires pour avoir du référencement. Là, c'est vraiment sincère dans le sens où, si ça vous plaît, vous me le dites, et c'est un format qui, je pense... Putain, j'ai mon ordi qui va se verrouiller. Alors attendez, je fais pause, je modifie le temps de verrouillage de mon ordinateur, et je vous reprends juste après. Ok, c'est bon, désolé, voilà, les aléas du direct, mais justement, c'est cette authenticité quelque part. Alors, je parle pas d'avoir des couacs techniques, mais c'est cette authenticité que je recherche dans ce format, c'est-à-dire on n'est pas là pour se prendre la tête, je suis pas là pour séduire un algorithme ou pour séduire une audience, je suis vraiment là pour être avec justement vous qui êtes mes auditeurs les plus, on va dire, pas forcément fidèles parce que c'est pas le sujet, mais vous êtes les plus au fait de ce que je vais faire, enfin voilà, déjà vous allez cliquer sur une vidéo qui, je sais pas encore combien de temps elle va durer, mais on n'est pas sur du 10 minutes, on n'est pas sur du 15 minutes, et on n'est pas sur un short ou sur un TikTok. Donc vous êtes capable de vous poser, vous êtes capable de réfléchir, vous êtes capable d'écouter, et vous n'êtes pas matrixé par un format court qui dure au maximum 13 secondes. Non, vous pouvez avoir un peu plus de temps d'attention. Dit autrement, voilà, j'ai pas besoin de prendre de pincettes avec vous, vous avez tout ce qu'il faut, vous êtes câblé normalement pour que je puisse m'adresser à vous comme à des personnes civilisées. Voilà. Donc je vous disais, si c'est un format qui vous plaît, vous pouvez me le dire, moi je verrai comment ça me plaît aussi. Mais peut-être que c'est un format qu'on pourrait envisager de rajouter en plus des vidéos, mais cette fois-ci vraiment en termes de podcast, que je publierai par exemple sur les plateformes dédiées, et pas nécessairement sur YouTube. Voilà, faut voir, mais on pourrait envisager, si vous avez régulièrement des questions à me poser, régulièrement des échanges, parce que c'est vrai qu'une vidéo, même si je lis vos commentaires et que j'essaie d'y répondre, c'est vachement plus unilatéral, tandis que là, on peut avoir des vrais échanges, c'est-à-dire des questions sur Instagram, des réponses, des machins, etc., Bref, vous avez compris. Donc on verra, on peut creuser un peu cette idée-là. Alors justement, on va... J'essaie de me placer bien. On va aller sur Instagram, on va regarder vos questions. Je vais pas me prendre la tête, je vais le prendre dans l'ordre proposé par Instagram.
Donc je sais pas si je pourrais répondre à tout le monde. On verra, ça dépendra de combien de temps ça prend. Mais en tout cas, voilà, tous ceux qui ont posé des questions, je vous remercie. Si jamais cette fois-ci vous n'êtes pas sélectionné, bah, si on refait le format, et on le refera forcément tôt ou tard, n'hésitez pas à reposer vos questions, voire même à en poser d'autres, ou à modifier celles que vous aviez initialement prévues. Alors désolé, je bois un petit coup. Alors Instagram me sélectionne en plus en premier les influenceurs. Je fais exprès de les appeler comme ça. Donc la première question qu'Instagram, qui est sélectionnée dans les commentaires, enfin qui est, c'est pas sélectionné, mais vous avez compris l'ordre d'affichage, c'est Barge Léon qui me demande: viendras-tu un jour faire un épisode de Savage Léon? Alors déjà, Léon, comment te dire? Déjà, t'es vraiment un connard, voilà. Et ensuite, pour présenter rapidement son format de fils de pute, c'est voilà, le mec s'est dit je vais aller crapahuter dans la nature à quasiment 48 heures, donc 2 jours, 1 nuit, et je vais y aller comme ça avec je sais pas si je peux le dire. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je peux pas dire de gros mots alors qu'en fait je peux le faire, et puis je viens de le faire il y a 10 secondes. Donc voilà, il est allé avec sa bite et son couteau, et il s'est dit on va voir, je vais en faire une vidéo. Bon, au-delà d'avoir pondu une vidéo qui fait quasiment 1 heure, je sais pas pourquoi je dis ça. En fait, le problème par rapport à une vidéo, du coup voilà, je commence déjà à ouvrir des tiroirs et à digresser, mais par rapport à d'habitude, j'ai un script en général quand je fais mes vidéos, enfin c'est même systématique. Et du coup, je sais à l'avance ce que je vais vous dire. Ça me permet de réfléchir, de me dire ok, ça c'est bien, ça c'est pas pertinent, vaut mieux le tourner différemment, etc. Là, je me fais plaisir. Du coup, bah voilà, je me permets d'insulter Léon pour le plaisir. Hein. Comme s'il se gênait pour ne pas faire la même chose dans le sens. Et donc Léon, pour ceux que vous ne savez pas, il est venu sur la chaîne et il a fait une apparition sur la vidéo qui traitait de Montpellier dans le Tour de France d'Épierville. Voilà. Et donc, Savage Léon, qu'est-ce que c'est? C'est un concept où, comme je vous l'ai dit, il va dans la nature pendant quelques temps, en autonomie, et il en profite pour justement parler, alors philosopher c'est peut-être pas le bon terme, faudrait être intelligent pour qu'il puisse faire ça, enfin, il devrait être intelligent pour pouvoir réussir à faire ça, mais voilà, il va avoir des réflexions sur la vie, sur le quotidien, sur lui-même, et puis c'est un format où il va vouloir aller chercher, se donner des défis, donc je vous spoil pas parce qu'il m'a déjà un petit peu parlé de la suite, mais il y a voilà, il a des projets intéressants. Et du coup, une des idées qu'il a, c'est de faire ça en duo ou plus, mais en tout cas d'inviter d'autres personnalités, et donc il me proposerait de venir l'accompagner. Mais non, voilà, Léon pour moi c'est un peu, je fais des crises épidermiques, hein, j'ai de l'urticaire quand je le vois trop longtemps. Du coup, non, quand je le vois, ne serait-ce qu'en vidéo, hein, ou même entendre ses podcasts, que je vous conseille certainement pas d'aller écouter, voilà, je fais des crises allergiques, donc non, Léon, je ne viendrai pas. Voilà. Question suivante. Le hussard littéraire, que je salue, lui, contrairement à Léon, que doit-on faire au bozo qui ne commande pas tout le catalogue de la Giberne? Alors pareil, un petit peu de contexte, pour ceux qui ne le savent pas, le hussard littéraire, enfin, je l'appelais le hussard parce que c'est son vrai... c'est plutôt comme ça qu'on le connaît, qu'on le qualifie. Donc le hussard, j'allais dire est un youtubeur, mais non, c'est faux. C'est plutôt un chef d'entreprise. Putain, là, je vais partir en mode école de com. Donc c'est un chef d'entreprise qui... Je vais être vraiment amélioratif. C'est un chef d'entreprise qui est également écrivain, ou peut-être même un écrivain qui est également chef d'entreprise, et qui a tant perdu à une chaîne YouTube qui a des statistiques très 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 solides. Et justement, sur cette chaîne YouTube, il m'avait accueilli il y a quelques temps pour une vidéo, pour les connaisseurs savent quel était le sujet, et donc c'est comme ça qu'on s'était connus. Et donc la question, que doit-on faire au bozo qui ne commande pas tout le catalogue de la Giberne? Donc la Giberne, c'est sa maison d'édition, hein, il édite et publie des livres qu'il a écrits lui-même, mais également par d'autres auteurs. Et donc ceux qui n'ont pas acheté de livres chez... j'ai l'impression que mon podcast est en fait un placement de produit pour tous les influenceurs, influenceurs, vous avez compris, avec qui je suis lié de près ou de loin. Mais non, après il y a des questions de personnes normales. Hein. Et donc je termine quand même sur la Giberne. Non, je suis pas une chaîne de littérature, c'est pas à moi de dire ce qu'il faut acheter ou pas acheter. Mais ce que je peux dire, c'est que je suis client à la Giberne, je ne le regrette pas, et j'invite tous ceux qui lisent ou qui lisent peu à tenter l'expérience, et normalement vous serez pas déçus, et vous pourrez, et en fait,
assez rapidement, vous allez en venir à acheter plusieurs livres du catalogue La Giberne, justement, et à les lire, et à y prendre plaisir. Vous allez même en offrir à vos proches, etc. Donc si vous ne connaissez pas, allez y faire un tour. Regardez la chaîne YouTube du Hussard, qui en parle mieux que moi. Et en fait, il arrive à rendre la littérature intéressante au travers du prisme de la vie de tous les jours, si vous voulez. Il analyse plein de faits de société, etc. Et toujours avec un regard et un œil littéraire. Donc c'est très très intéressant. Quand on met littéraire dans une phrase, parfois ça rend la phrase très chiante. Mais justement, c'est là où notamment il est fort, c'est qu'il arrive à rendre tout ça intéressant. Beaucoup plus que s'il ne parlait pas de littérature, dans le sens où la littérature et le lien qu'il fait avec l'écriture, les livres, etc., il vient sublimer ce qu'il veut avancer. Donc vraiment, je vous conseille sa chaîne. Et en plus de ça, c'est quelqu'un de très sympathique qui m'avait, comme je vous l'ai dit, accueilli sur sa chaîne, alors que déjà aujourd'hui, il me met une très grosse vitesse au niveau des statistiques. Puis il est implanté depuis un moment, etc. Moi, je suis encore tout jeune. Mais à l'époque où j'étais encore plus jeune et j'avais des statistiques encore plus modestes, et il m'avait accueilli avec beaucoup de gentillesse et sans se poser de questions métaphysiques, etc. Donc non, c'est vraiment quelqu'un que je peux vous recommander. Et je reboucle contrairement à Léon. Voilà, Léon, vraiment, ne perdez pas votre temps. N'allez pas, je sais pas si on voit que je suis ironique ou pas. N'allez surtout pas voir ni son compte Instagram, ni ses podcasts. Voilà, si vous pouvez le bloquer, faites-le. Voilà. Allez, question suivante. Comme ça, on va un petit peu changer de registre. Je les ai pas toutes lues, je les ai balayées un petit peu avant de faire le podcast, évidemment. Mais l'objectif n'était pas, encore une fois, d'avoir un script. Et le problème, c'est que si j'ai trop les questions en tête, derrière, j'y réponds. Et au moment d'y répondre avec vous, j'ai déjà trop d'idées. Donc je les ai balayées forcément, j'ai regardé un petit peu le nombre de questions qu'il y avait. Mais presque je les découvre avec vous. Alors c'est faux parce que j'ai déjà plus ou moins travaillé, mais vous avez compris ce que je veux dire. Alors attendez, je prends une petite gorgée. J'espère que vous m'entendez pas quand je bois. Alors d'un côté, si vous m'entendez pas, ça vous fait un petit silence, mais au moins ça vous permet de respirer vous aussi. Mais si vous m'entendez, je pense que c'est bien dégueulasse, donc je préfère que personne ne m'entende déglutir, mais qu'au moins vous ayez un petit blanc. Donc Dima Balz, hack V2. Est-ce une bonne chose de quitter la France et de s'expatrier vers un autre pays ? Alors c'est une question qui est très très intéressante. Faut pas que je dise ça parce que sinon je vais le dire de toutes les questions, je pense, ou de beaucoup du moins. Quitter la France, ça implique beaucoup de choses, c'est très très lourd. Je peux pas. Il y a un discours qui consiste à dire oui, ceux qui quittent la France, c'est des lâches. Ils fuient, etc., etc. Je partage pas cet avis. Je pense que dans certains cas de figure, quitter la France, au contraire, c'est très courageux. Ça demande beaucoup de sacrifices et d'abnégation. Mais d'un autre côté, pourquoi quitter ? Est-ce une bonne chose ? Je sais pas. Je pense que ça dépend beaucoup de la situation et de la personne. Parce que quitter la France, c'est pas simplement déménager. Quitter la France, c'est potentiellement déjà quitter sa famille, quitter ses amis, quitter potentiellement aussi son travail, mais aussi quitter la France, c'est quitter tout ce qu'on connaît. Alors quelqu'un qui a beaucoup voyagé pourrait dire oui, mais je connais, c'est pas pareil. Avoir un quotidien dans un autre pays, et puis si c'est quitter la France pour faire dans un autre pays ce que vous reprochez à ceux qui viennent en France, ça n'a pas de sens. Je m'explique. Si c'est quitter la France pour jouer aux Français dans un autre pays, restez en France. Si vous quittez la France pour aller, mettons, je sais pas, en Allemagne, bon je dis Allemagne, je sais pas pourquoi, qui va en Allemagne à part les Allemands, mais imaginons, vous voulez aller en Allemagne, faut apprendre l'allemand. Faut s'intégrer, faut mettre des chaussettes avec des sandales, faut manger de la choucroute. Non, c'est compliqué, faut pas juste y aller et se dire, allez, je vais retrouver la France, mais là-bas. Donc, non, quitter la France, est-ce que c'est une bonne chose ? Je sais pas, ça dépend aussi de votre boulot, ça dépend de ce que vous gagnez, ça dépend de votre secteur d'activité, ça dépend de si vous avez votre entreprise ou pas. Parce que le mythe de je fais de l'argent, je vais dans un autre pays, et au niveau des impôts, je m'échappe, c'est pas si simple que ça. Donc, est-ce que quitter la France est une bonne chose ? La réponse, c'est beaucoup plus compliqué qu'un simple oui ou un simple non. J'espère avoir donné quelques éléments. Et je veux pas non plus trop passer de temps là-dessus parce que très clairement, ça pourrait en faire une vidéo complète.
Mais c'est un sujet qui est intéressant. Si à un moment, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui finalement ont eu cette idée à un moment ou à un autre, ou ont le projet de quitter la France. Donc ça m'intéresse, dites-moi pourquoi vous aimeriez partir et pourquoi vous ne le faites pas, parce que si vous avez envie mais que vous le faites pas, c'est qu'il y a quand même des bonnes raisons de rester. Et je pense quand même qu'il y a des bonnes raisons. Et je vais pas dire les bonnes raisons, c'est la carte vitale. Hein. Mais en France, on a quand même... c'est-à-dire tous ceux qui ont un peu voyagé se rendent compte que... des choses bêtes, mais voilà, les routes en France, alors vous allez me dire, il y a des mecs, ça se trouve, ils m'écoutent, ils sont dans les bouchons, ils sont en train de s'arracher les cheveux, mais je veux dire, vous allez dans d'autres pays, vous avez voyagé un peu dans le monde, il y a quand même de très belles choses en France, et si vous discutez ou que vous-même vous avez voyagé, en général, quand vous voyagez, il y a toujours un moment dans le voyage où vous vous dites, j'ai hâte de rentrer. Et j'ai pas hâte de rentrer pour retrouver Macron et la République, hein, mais j'ai hâte de rentrer pour retrouver tout ce qui vous est cher. Donc non, quitter la France c'est quand même très difficile. Je peux pas du tout jeter la pierre à ceux qui l'ont fait. Surtout que dans certains cas de figure, je pense que c'est une solution, mais c'est pas quelque chose qui se fait ni sur un coup de tête, ni facilement. Voilà. Allez, question suivante, mais avant une petite gorgée. Alors, Foxy le FNAF. Que penses-tu des podcasts de Papacito ? C'est des podcasts que j'écoute, des podcasts qui me font bien rire, que j'écoute pas systématiquement, hein. Parfois ça peut m'arriver d'en louper, mais non, c'est des podcasts que j'écoute. C'est un exercice très difficile, hein. Il est très 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 fort en impro, et on se rend pas compte, hein. Là par exemple, ça fait 16 minutes que je vous parle, je me rends compte à quel point c'est difficile de réussir à tenir, puis ne serait-ce que pas commencer une phrase sans la finir parce que finalement on se dit j'aurais dû la tourner autrement, chercher ses mots, avoir le bon ton, etc. Alors j'imagine que comme tout c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, typiquement si demain je me mets à faire des podcasts chaque semaine, au bout d'un an j'aurai un meilleur niveau. Mais non, c'est un exercice très difficile et dans lequel Papacito est très fort. Et je pense que, alors ses stats sont pas publiques, mais je pense qu'il fait des grosses stats. Et c'est pas pour rien. Ça vient pas de nulle part. Après ça dépend aussi des personnes. Typiquement Papacito, je pense que si on lui dit mais non, faut que tu fasses un script, que tu fasses une vidéo, que tu fasses ci, ça va il va signer du nez, ça va pas du tout lui plaire. Mais à l'inverse, faire de l'impro, il va être très très fort. Et d'autres profils, je parle pas nécessairement de moi, vont préférer pouvoir bosser sur une vidéo. Je parle pas de bosser avec des lunettes et des dents qui dépassent, mais pouvoir réfléchir à ce qu'ils vont dire, vérifier leurs sources, etc., aller parfois plus en profondeur. Je suis pas en train de dire que Papacito va pas en profondeur, hein, c'est pas le sujet, mais travailler différemment. Voilà, ce que je veux dire, c'est que ça dépend de chacun, et Papacito est vraiment très très bon dans cet exercice, et c'est pas pour rien qu'il a, je pense, parce que encore une fois, ces chiffres ne sont pas publics, c'est pas pour rien qu'il a autant de succès. Allez, question suivante, posée par Nikou Arthur. Alors là, attendez, je prends une petite gorgée parce que je vais poser la question et je prends une petite gorgée. LGBTQIA+ égale problème psychiatrique. Petite gorgée. Bon, ça c'est le genre de question très clairement qui peut faire sauter la chaîne. Alors, question suivante. Non, je plaisante, je vais quand même essayer d'y répondre. Alors, je pense que il y a plusieurs choses à dire. La première chose, c'est que je pense que il faut scinder, on va dire, les LGBTQIA+, enfin, je vais pas à chaque fois le redire l'acronyme, mais il faut scinder entre les personnes qui ont une orientation sexuelle, putain, je commence à parler comme un connard, entre en gros les gays et les autres, voilà, les gays et les fous, les gays et les folles. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui simplement préfèrent un homme, préfèrent une femme, mais qui le font de façon intime, de leur côté, et sans vouloir l'imposer à tout le monde. Chose qui a toujours existé, qui existera toujours, etc. Et c'est des gens qui a priori ne font pas grand mal à grand monde. D'ailleurs, on pourrait dire les autres non plus, mais bon, les autres, j'y reviendrai juste après. Et justement, les autres qui, eux, en fait, sont beaucoup plus à la recherche d'une identité, à la recherche d'une personne ou je vais pas dire d'une quête, mais à la recherche de quelque chose qui pourrait les définir. Et plutôt que s'accomplir en faisant, en ayant des hauts faits, en ayant des succès, vont peut-être aller dans la facilité et se rendre compte que, en faisant partie d'une minorité, qui plus est une minorité dans une minorité,
tout de suite, le camp du bien va les voir de façon amélioratif. Bon bref, on s'en fout, je vais pas buter sur ce mot. Va les voir avec des bons points, pourrait-on dire. Et du coup, plutôt que être bien vu par la société parce que on est un boulanger qui a fait du bon pain depuis 25 générations, on est un sculpteur qui fait des sculptures qui perdurent dans le temps, qui sont belles, etc. Bah non, en fait, c'est simple, j'ai juste à dire, moi en fait je suis un garçon qui est né dans un corps de fille, ou moi à l'inverse, etc. Je me définis comme tel, etc. Je casse les couilles parce que en fait tout ne me représente pas. Et du coup en fait c'est un raccourci en fait pour avoir certains bons côtés qu'on aurait eu si on avait dû fournir des efforts. Et donc je pense que ces personnes, au-delà d'un potentiel problème psychiatrique, sont en fait des personnes qui ont un profond mal-être. C'est des gens qui doivent vraiment, je sais pas, on pourrait pas, mais si on faisait une étude statistique de combien de personnes se définissent avec un genre spécial et combien de personnes de ce type-là ont des traitements médicaux ou se définissent comme en dépression ou quoi que ce soit, je pense que la proportion serait bien plus importante que dans un échantillon classique de la population. Donc oui, je pense que au-delà de problèmes psychiatriques, c'est des gens qui sont très malheureux. Mais d'ailleurs, je fais un parallèle, parce que là on parle de communauté, et là vous voyez, il y a quelques temps j'ai sorti une vidéo sur les débordements qu'il y a eu après, vous allez voir où je vais en venir, après le match du PSG, et il y a eu beaucoup de personnes qui étaient issues de l'immigration qui étaient représentées. Et je m'explique, il y a eu beaucoup de cassages, beaucoup de dégradation, beaucoup d'actes de vandalisme, et il y a beaucoup de vidéos qui ont tourné. Et dans ces vidéos-là, ce qu'on voyait, c'était rarement le Babtou classique. Ce qu'on voyait, c'était plutôt ce qu'on pourrait appeler, l'arabe, c'est pas vraiment l'arabe, mais le maghrébin, voilà, ou le noir, ou quoi que ce soit. Et ils étaient très représentés. Et on a vu très peu de personnes de la même communauté, donc d'autres arabes, d'autres maghrébins, d'autres noirs, se plaindre, je dis pas qu'il y en a pas eu, mais il y en a eu très peu, se plaindre de leurs frères, entre guillemets, et dire les gars, vous nous foutez la honte. Là les gars, franchement, moi aussi je suis maghrébin et à cause de vous, mon image est détériorée. Tandis que chez les homos, je trouve qu'il y en a beaucoup plus qui le font. En tout cas, dans l'audience que j'ai, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir des mecs en commentaire qui, par exemple, me disent qui m'écrivent un commentaire et tu te rends compte, ta vidéo est homophobe, d'ailleurs j'en ai rigolé plusieurs fois, ta vidéo est homophobe, nanani nana, alors que c'est des gens qui sont même pas concernés, c'est pas des gens qui sont homosexuels par exemple, mais c'est des gens qui se prétendent, alors j'allais dire chevaliers, non j'ai pas envie de les lier aux chevaliers, ou plutôt j'ai pas envie de lier les chevaliers à eux, mais qui au lieu de défendre la veuve et l'orphelin se disent allez je vais défendre les homos. Bah déjà t'es qui pour défendre les homos, parce que tu l'es toi-même pas. Et surtout, là où je veux en venir, c'est qu'il y a des homos qui leur répondent, avant même que moi je réponde, ou parfois parce que tout simplement moi je réponds pas, je peux pas répondre à tout le monde non plus. Il y a des homos qui leur disent, écoute, moi je suis homo, tu nous casses les couilles. Alors c'est pas avec ces mots-là, mais je fais partie de la communauté homo, je fais partie de la communauté gay, ce qu'il a dit n'est pas homophobe, je me suis pas senti insulté, arrête de nous emmerder, quoi. C'est un peu ça le message. Et j'en ai eu plusieurs. Si vous avez envie, vous pouvez aller voir dans les commentaires de mes vidéos, et retrouver ces témoignages. Et j'en ai d'autres qui me l'ont dit par message privé, donc ça vous pourrez pas le voir, mais j'en ai plusieurs. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que c'est assez drôle de voir que dans cette communauté, donc la communauté gay, il y en a beaucoup qui se détachent et disent « Ok, moi je fais un pas de retrait, j'ai rien à voir avec ces personnes-là. » Je pourrais m'y lier, je pourrais moi aussi me faire passer pour victime, etc. Mais non, je préfère être à ma place, vivre, on va dire, ma vie normalement, et ne pas bénéficier quelque part de la pitié qu'on pourrait avoir sur ces personnes-là. Bon bref, vous avez compris là où je voulais en venir. Donc voilà pour répondre à cette question. Petite gorgée, et je vais passer à la question suivante. Lenny qui me demande « Est-ce que tu penses tenir ta chaîne longtemps, sachant qu'il y a d'énormes risques de polémique ?» Alors deux questions en une finalement. Donc est-ce que je pense tenir ma chaîne longtemps ? La réponse est j'espère. Ça dépend de plusieurs facteurs, ça dépend du succès qu'elle va avoir, ça dépend de la viabilité qu'elle va avoir. Donc dans viabilité, il y a viabilité financière et il y a effectivement également viabilité
Dans le sens, si ma chaîne demain elle se fait supprimer par YouTube, forcément le compte, enfin le contenu, le personnage et tout mon travail perd en viabilité justement. Donc oui, c'est sûr que les polémiques pourraient venir ternir un petit peu la progression de la chaîne. D'un côté, c'est à double tranchant. Alors c'est pas du tout ce que je recherche, mais il y a des chaînes qui se sont construites sur des audiences qui sont construites sur justement des grosses polémiques. Alors moi, c'est pas du tout ce que je recherche pour l'instant. Peut-être qu'un jour, d'ailleurs, ça sera le cas. Mais pour l'instant, non, j'avance, on va dire, dans mon coin. Mais je comprends ce que tu veux dire, c'est-à-dire que je peux avoir parfois un discours qui est alors provoquant, ça c'est sûr, mais peut-être aussi clivant. Et qui du coup va faire réagir, qui va pas être dans le sens de la pente, on va dire, et dans le camp de la bien-pensance, tout du moins. Donc non, je pense que pour l'instant en tout cas ça va, la chaîne tient. Et à l'avenir, dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que je veux pas du tout m'enfermer et ne parler, désolé, j'ai une chaise qui grince, et je ne veux pas du tout m'enfermer à ne parler que de politique ou de polémique justement. Parce que je trouve que c'est des sujets qui sont importants, notamment la politique. J'ai fait plusieurs vidéos parce que je considère qu'il faut éveiller certaines consciences sur certains sujets, mais j'ai pas envie de m'enfermer là-dedans. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, la vidéo la plus regardée de ma chaîne, c'est une vidéo sur Batman, et je suis très content que l'audience ait aussi bien réagi à cette vidéo, parce que ça me pousse à l'avenir à en faire d'autres. Alors déjà, évidemment, sur la trilogie, il faudra que je m'y penche, mais aussi de manière générale à m'écarter et à ne pas rester que dans la politique grasse, si je puis dire. Donc non, c'est très intéressant pour l'avenir de la chaîne, et il y aura plein de choses qui arriveront. C'est d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça aussi que quelque part la chaîne s'appelle Pourquoi pas, c'est parce qu'il y a un peu aucune limite. On peut se poser un peu n'importe quelle question sur l'avenir de la chaîne et répondre pourquoi pas. Donc non, c'est l'avenir de la chaîne, j'espère sera long, et sera surtout normalement varié, et j'allais pas dire riche de différences, non, c'est pas ça le sujet, mais aura beaucoup de sujets qui vous intéresseront, et pour l'instant en tout cas ça réagit très bien, donc je suis très content. Question suivante, je vais boire un petit coup, alors je vais prendre ça, désolé. Dima, mais il m'a pas déjà posé une question lui? Si. Mais bon, c'est pas grave, tant pis, il repasse. Donc Dima Balz Hack V2. Quel est ton setup, compo PC, logiciel, etc. pour effectuer et réaliser tes vidéos? Question, je sais pas si elle va intéresser tout le monde, donc je vais essayer d'être bref. J'ai un MacBook Pro M3 Pro, je crois, ou M4 Pro, je sais plus, non, je crois que c'est M3. J'ai un micro Blue Yeti que je peux conseiller si vous voulez quelque chose de rapide et plus ou moins efficace, mais je sais vraiment pas. À l'époque, tout le monde le conseillait sur internet quand je l'avais regardé. Je sais pas si aujourd'hui c'est toujours le cas, donc je sais pas si je peux vous le conseiller à 100%. Et pour faire mon montage, j'utilise Final Cut Pro. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'il fallait savoir. Sinon, pour le reste, je fais des recherches sur internet pour écrire, pour mes scripts, ça sort de ma tête. Voilà, y a pas de. Pour l'instant, je suis seul derrière la chaîne, donc je fais tout, que les promotions, les matchs, bon, bref, voilà, on s'en branle. Voilà pour te répondre. Allez, question suivante, avant une petite gorgée. Je pense que je commence à avoir un rythme de gorgée entre chaque question, c'est pas mal. Alors, Enzo PDR. Que peut-on faire pour freiner et réaugmenter le niveau catastrophique scolaire français? Oh putain, alors ça c'est une question, je pourrais passer des heures et des heures à y répondre. Alors comment structurer autant de réponses en quelques minutes? Première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que on a tendance parfois à croire que c'était mieux avant. Avant c'était plus facile avant il y avait moins, avant il y avait plus. Voilà, c'est un syndrome qu'on peut facilement avoir, mais je suis désolé, mais pour l'école et pour le niveau scolaire, ce n'est pas du tout, mais alors vraiment pas du tout une impression. Le niveau scolaire en France est en chute libre et c'est vraiment catastrophique. Pour vous en convaincre, il y a des études qui sortent, notamment l'étude du PISA qui est très sérieuse, avec des amis sérieux évidemment, d'ailleurs j'en ai fait une vidéo, hein, je suis pas en train de faire la pub pour ma vidéo, mais c'est juste pour vous dire, ceux qui regardent la vidéo, vous savez aussi bien que moi quelque part à quel point le niveau est vraiment en chute libre, et de toute manière, il y a pour s'en convaincre, j'en sais rien, imaginons là vous êtes étudiant,
prenez vous avez passé le bac, vous êtes en train de travailler le bac ou quoi que ce soit, allez chercher des annales du bac, je sais pas, de 1983, vous allez péter un câble. Vous allez voir qu'il y a des trucs qui sont même plus au programme. C'est pas que vous savez pas le faire parce que vous avez pas compris la leçon, je sais pas quoi. C'est juste plus au programme. Alors on peut dire oui, c'est remplacé par d'autres choses, etc. Bon, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais non, typiquement, apprendre à lire, apprendre à écrire, ça a toujours été normalement au programme, ça fait partie des prérequis pour commencer, on va dire, la vie active, ou même, la vie tout court peut-être pas, mais bon bref, on s'en fout. Mais non, on s'en fout de pourquoi c'est nécessaire, mais en tout cas c'est nécessaire, et ce que je veux dire c'est que dans le PISA justement, on se rend compte, je fais que dire putain maintenant que je vous l'ai dit, vous allez vous en rendre compte aussi, donc ça va être insupportable. Ouais, typiquement ça fait partie des trucs, quand je vais me réécouter, je vais m'arracher les cheveux, mais bon on s'en fout. Donc le niveau à 16 ans, le nombre d'élèves qui ne savent pas écrire, d'ailleurs dans la vie, le nombre de personnes qui ne savent pas écrire sans faute, etc., c'est une catastrophe. Et là, on pourrait dire, oui, mais on peut se faire comprendre, il y a d'autres outils pour apprendre. Ouais, mais bon, quand même. Je veux dire, ça sert à quoi d'aller à l'école tous les jours, à partir de ses 3 ans, et on va dire, oui, au début, c'est la maternelle, donc ça compte pas vraiment. Ok. Allez, on va dire à partir de 5-6 ans, de tes 6 ans jusqu'à tes 16 ans, l'école est obligatoire. Tu vas tous les jours de l'année, de 8h à 17h, à quelque chose près, et à la fin, tu sais pas écrire, tu sais à peine lire. Je suis désolé, si tu demandes à un terminal de te résumer un texte, tu vas pleurer du sang, pour la plupart, et tu sais pas raisonner. Dans ma vidéo, j'avais donné la statistique, là dont le chiffre m'échappe, mais c'était un chiffre affolant d'élèves qui à 16 ans ne sait pas faire la différence entre un fait et une opinion. Je laisse un blanc volontaire là. Il y a des élèves, et une part non négligeable, qui ne savent pas faire la différence entre un fait et une opinion. Comment tu veux derrière avoir un esprit critique, comment tu veux remettre en question ce qui t'entoure, etc., si tu n'es même pas capable de faire cette différence. Donc non, l'école c'est très très compliqué. C'est bien sûr sans parler du fait que y a des études à rallonge de plus en plus, sans parler du fait que le niveau même post-bac dégringole, qu'il y a de plus en plus d'écoles qui servent à rien, qu'il y a de plus en plus de personnes qui perdent leur temps à faire des bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5, déjà d'une part pour rien, parce que ça va leur servir à rien, mais d'autre part parce que c'est de la merde. Je veux dire, des gens ils font des bac plus 5, à la fin ils sortent de leurs études, ils ont rien appris. Ou alors ils ont appris des trucs qu'ils auraient pu apprendre en 1 an, 2 ans. Mais il y a une sorte de surenchère sur le niveau d'études post-bac, et maintenant il y a tellement de bac plus 5 que limite si toi t'en as pas fait un, en fait tes études ne valent rien, en tout cas sur le marché. Alors qu'en réalité, justement, c'est là où je voulais en venir, ça serait beaucoup plus intéressant de faire des études courtes, mais réellement professionnalisantes. Alors je parle pas pour tout le monde, évidemment, on peut pas devenir ingénieur, on peut pas devenir médecin, il y a des professions, ça se fait pas en 6 mois. Mais je suis désolé, il y a des professions qui sont fondamentales, des artisans, des boulangers, je vais pas vous sortir 25 exemples, qui sont maintenant que je dis eux, je le vois, et du coup maintenant que je le vois, je vous le dis, maintenant que je vous le dis, vous allez le voir, bref, c'est l'enfer. J'aimerais pouvoir monter, mais je me suis dit je ne monterai pas cet épisode, je le sortirai tel quel, ça sera d'une traite, et il y aura pas de montage. Bon, donc je disais, voilà, il y a plein de métiers qui sont ultra importants, des électriciens, des machins, et en fait c'est des études qui sont ultra mal vues, mal perçues, ça devient un échec. C'est si tu continues, tu vas aller en bac pro. Bah ouais, connard, mais moi je préfère un mec qui a fait un bac pro pour devenir électricien, qui derrière va faire du bon boulot, qui en plus après va se former, qui va apprendre à créer son entreprise, à payer des impôts, lol, puis après peut-être va recruter du monde, va avoir sa petite boîte, qui va grandir, etc., plutôt qu'un fils de pute qui a fait un bac plus 5 en com, qui aura payé 50 000 euros, parce que à raison de 10 000 euros par an, son école, c'est pas lui qui va la payer, bien sûr, c'est son père, ou sa mère, si elle fait le tapin, et à la fin, il va faire quoi? Des PowerPoint, entre 2 pauses café, bref, voilà, vous avez compris là où je veux en venir. Donc non, c'est vrai que c'est dramatique, et je pense qu'il y a aussi un autre problème dont j'ai pas parlé, je vais prendre une petite gorgée, mais je pense que vous savez de qui je veux parler, petite gorgée. C'est des profs, ouais. Je suis désolé, il y a beaucoup, justement, quand j'avais sorti ma vidéo sur l'école, il y a beaucoup de profs qui, pareil, ont réagi, qui étaient d'accord avec mon constat, etc., et notamment sur leur profession. Il y a beaucoup de profs, je suis désolé, c'est des grosses merdes.
Et sans aller dans le détail, tout à l'heure, voilà, je vous parlais d'un électricien, d'un boulanger. Imaginez, vous allez chez le boulanger, et vous dites non, mais aujourd'hui, j'ai pas fait de pain. Bon, ok, pas de chance, ça peut arriver. Le lendemain, j'ai pas fait de pain. 2 jours, 3 jours, 4 jours. À chaque fois, il fait pas de pain. Plusieurs semaines, plusieurs mois passent, il fait toujours pas de pain. Bon, au bout d'un moment, vous dites, en fait, le mec, c'est pas un boulanger. Un boulanger, ça fait du pain. Bon, bah, un enseignant, un prof, ça enseigne. Je veux dire, si tu vas à l'école, que tu ressors, tu sais pas lire, ton enseignant, il t'a rien enseigné. Donc, c'est pas un enseignant. Je sais pas si vous voyez là où je veux en venir. C'est l'exemple que je prenais en plus dans ma vidéo. Donc non, voilà, les profs, j'ai pas passé 20 ans sur eux parce que c'est pas le sujet de ce podcast. Je veux dire podcast alors que c'est une vidéo, enfin, vous me comprenez. Donc non, c'est un sujet, l'école, qui est très très compliqué, très complexe. C'est dramatique de voir à quel point l'éducation par l'école est si mauvaise. Parce qu'il y a l'éducation par les parents, hein, mais c'est censé se compléter. Et les parents sont pas censés tout apporter. Ou alors, si on veut que les parents apportent tout, il faut leur donner des conditions où ils peuvent le faire. C'est-à-dire, déjà, ne pas avoir besoin que les 2 parents travaillent pour pouvoir payer un loyer, un crédit, de la bouffe, et ne même pas pouvoir partir en vacances. Bref, voilà, là je digresse, mais ce que je veux dire, c'est que dans la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire où l'école est obligatoire, mais au-delà d'être obligatoire légalement, elle est obligatoire parce que les parents ne peuvent pas se dégager du temps pour s'occuper de leurs enfants, malheureusement, et ben oui, il faut que l'école ait une plus-value, parce que passer autant de temps, enfin je rappelle que jusqu'à 16 ans, c'est obligatoire, mais pour beaucoup de monde, jusqu'à 20 ans, 21, 22, 23 ans, les gens sont toujours à l'école. C'est-à-dire, c'est des gens qui n'ont jamais eu de responsabilité, alors dire oui, moi, je suis vice-président du BDE, j'ai des responsabilités. On en reparle dans 5 ans, d'accord ? Donc non, je suis désolé, l'école n'a pas du tout la plus-value qu'elle devrait avoir, surtout quand on voit le temps que ça prend. Et puis voilà, on a une société, il y a combien de retraités ? Il y a combien d'étudiants ? Il y a combien de chômeurs ? Il y a combien de personnes sans activité ? Et il y a combien d'actifs ? Voilà, répondez à toutes ces questions, et dites-moi comment vous voulez que ça tienne. Si on meurt de plus en plus tard, qu'on travaille de plus en plus tard, et que quand on travaille, en plus, on fait de la merde. Comment, à la fin, ça va tenir ? Je veux dire, qui fait tenir tout ça ? Bon, bref, allez, là, j'ai digressé. Donc voilà, fin de cette question, je passe à la question suivante, même si, encore une fois, on aurait pu rester bien plus en profondeur sur cette question-là. Alors, je prends une petite gorgée. Si vous... je rigole parce que si vous avez vu ma vidéo sur le Nutri-Score, vous savez là ce que je suis en train de siroter. C'est devenu une habitude pour moi. Et en fait, on en rigolait justement avec le Hussard. Parce que là, du coup, je suis en train de boire du maté, de matéine, que m'a envoyé Léo, que je salue, s'il m'écoute. Je suis en train de réfléchir à est-ce que je vous place ou pas le code promo, mais je sais plus, je suis plus sûr de ce que c'est. Je crois que c'est PKP20. Et au moment où cette vidéo sortira, je suis plus sûr, je pense que ça sera toujours actif, donc dans le doute, allez-y. Si vous voulez acheter du maté sur Matéin, si j'y pense, je le mettrai en description. Sinon, c'est maté-in.fr, il me semble. Bref, après, vous n'êtes pas handicapé, vous allez réussir à trouver. Au pire, vous allez dans la description de ma vidéo sur le Nutri-Score. Et donc, bref, avec lui, ça, on rigolait sur le fait que le YouTube Game se boboifiait parce que je lui disais oui, voilà, maintenant, depuis que j'ai fait ces sponsors, je bois du maté quasi tous les jours. Quand je suis devant mes montages, etc., je bois du maté avec ma petite paille et tout. Et du coup, voilà, bon, ça fait pas très, ça fait pas très viril. Et donc, ouais, pour finir sur le maté, faire attention quand même, il y a des effets secondaires. Moi, par exemple, là, depuis que j'en bois régulièrement, je commence à avoir des symptômes, j'ai envie de me raser les jambes, j'ai envie de me faire les ongles, je commence à parler de maquillage, à mettre de l'après-shampoing et tout. Donc ouais, faut à consommer avec modération, parce qu'il y a quand même des effets derrière. Donc allez, petite gorgée, et je passe à la question qui suit. Enzo PDR. Avec les émeutes qui se produisent de plus en plus souvent, comme avec la victoire du PSG en Ligue des Champions, penses-tu que le port d'armes serait judicieux pour se défendre ? Ou offrir un champ opératoire plus large pour les forces de l'ordre en mettant un dispositif pour les bavures policières ? Je comprends la question, je comprends le fait qu'on se pose des questions sur le port d'armes, mais pour l'instant je pense que c'est pas du tout le problème. Je vais m'expliquer. Alors déjà, bon, le jour où il y a le port d'armes, tout le monde pourrait avoir une arme. Alors,
dire oui, mais pour l'instant, il y a que les mecs de cité qui ont des calaches dans la cave, et nous on peut pas en avoir. Ce que je comprends, c'est un argument qui s'entend. Mais comme je vous le disais, pour moi, c'est pas ça le problème, en fait. Parce que qui dit... Ça sert à quoi, en fait, voilà, d'avoir une arme si tu peux pas t'en servir? Je dis pas que le but, c'est d'avoir une arme pour s'en servir. Mais là, il y a des histoires de mecs qui se font cambrioler. Donc il y a 2 mecs, 3 mecs qui rentrent chez toi. Le mec se fait cambrioler, donc tu t'imagines, hein, t'es en train de dormir, potentiellement avec ta famille, etc. T'es en slip, à 2h du matin, t'entends des mecs casser la vitre, tu te lèves, t'es un peu costaud, ou tu sais un peu te battre, ou tout simplement t'as des couilles, tu leur mets une raclée, à la fin les mecs déposent plainte, et qui c'est qui se fait condamner par la justice? C'est toi. Il y a même des histoires où les mecs ils ont séquestré, pour utiliser les mots, alors je sais pas si c'est les mots légaux, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ils ont séquestré les cambrioleurs pour les garder, on va dire, le temps que la police arrive. Les cambrioleurs ont déposé plainte et le mec s'est fait condamner pour séquestration parce que il a maintenu les mecs le temps que la police arrive. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on est très très loin de pouvoir avoir une arme et de te dire allez, si j'ai besoin pour me défendre, je tire sur le mec, quoi. Quand bien même c'est du vie contre vie. Regardez, je vais vous donner un autre exemple alors, je prends une petite gorgée, et un exemple qui a quelques temps mais qui est extrêmement parlant. C'était un mec, je sais plus si c'était un mec des forces spéciales, enfin en tout cas il avait un lien avec l'armée, et avec des unités plus ou moins d'élite. Donc bref, c'était vraiment un mec très solide. Et donc il se baladait dans la rue, et il était avec sa femme et son enfant, une fille, un garçon, on s'en fout, ça change rien. Et il se fait agresser par... si vous connaissez l'histoire, parce que je pense qu'il y en a en plus plusieurs des histoires comme ça, mais si je fais des approximations, c'est pas grave, dans tous les cas, le raisonnement est le même, et s'ils étaient 4 au lieu de 3, ça change rien. Donc il se fait emmerder par 3 mecs, et donc faut imaginer, hein, vous êtes avec votre femme, votre enfant, potentiellement l'enfant était tellement jeune quand il était en poussette ou quoi que ce soit, donc vous êtes extrêmement vulnérable, enfin en tout cas votre famille est extrêmement vulnérable, et votre priorité c'est de la protéger. Donc il se fait agresser, et il en arrive au point où la seule solution de s'en sortir, c'est la confrontation physique. C'est plus du « oui, écoute, je comprends pas pourquoi tu m'embêtes, chacun trace sa route, traverse et va de l'autre côté. » Non, c'était physiquement, il fallait s'en sortir en ayant une confrontation. Et du coup, le mec, il les a, pour ainsi dire, explosés, et à 3 contre 1. Donc dites-vous encore une fois, voilà, mettez-vous en contexte, imaginez que c'est vous êtes avec votre copine, votre femme, votre enfant, avec des gens qui sont extrêmement vulnérables, et vous battez à 3 contre 1. Quand bien même vous êtes entraîné, etc., évidemment vous y allez à 100%. Parce que vous pouvez pas vous permettre de dire « allez, je maîtrise un peu mon coup, etc. » parce que t'en sais rien. Si à un moment, il y en a un qui te met un KO, derrière, qui c'est qui va être responsable? Qui c'est qui va protéger ta femme et ton enfant? Personne. Il y a que toi. T'as pas de chance, t'as pas de seconde vie. Si tu tombes, ta famille tombe. Donc évidemment, tu fais tout pour ne pas tomber, et tu fais tout pour, alors j'allais dire détruire ce qui est en face, mais en tout cas pour mettre hors d'état de nuire ce qui est en face. Et donc, et puis surtout que tu sais pas, ça se trouve, il y en a un, sur les 3, il y en a un qui va sortir un couteau, bon bref, voilà, on sait comment ça se passe, ou comment ça pourrait se passer. Donc le mec s'était défendu, il avait foutu une raclée aux 3 mecs, donc déjà, j'ai envie de dire, pour ça, il devrait peut-être avoir une médaille, et à la fin, il s'est fait condamner. Et je crois que l'intitulé quasiment exact, mot pour mot, pardon, c'était parce qu'il a fait usage de la force de façon disproportionnée. Je suis désolé, je laisse un blanc encore une fois, mais il a fait usage de la force de façon disproportionnée, alors qu'ils étaient 3, qu'il était seul, qu'il était avec sa famille, qu'il avait pour responsabilité de se défendre lui-même, mais aussi de défendre sa famille. Et le mec, donc forcément, il y allait comme un porc, je suppose, mais en même temps, j'ai envie de dire déjà, bon, les mecs, ils ont eu peut-être ce qu'ils méritent. Et lui, à la fin, il se fait condamner par la justice française de son pays. Et je suis même pas en train de dire oui, les autres n'étaient pas français ou quoi que ce soit, parce que pour l'instant, ça fait même, enfin, je n'en sais rien et ça ne fait même pas partie de l'histoire. Ce que je veux dire, c'est que il y a un citoyen français qui se fait condamner par la justice de son pays parce que sur son sol, il s'est défendu. Avec lui, il a défendu sa femme et son fils, ou sa fille, on s'en fout. Et il s'est fait condamner. Et je me souviens plus de l'histoire, mais je crois qu'il y avait la prison, alors je sais pas si c'était sursis ou ferme, ou peu importe, mais quand bien même il avait pris ne serait-ce qu'un euro symbolique d'amende, c'est quoi le message? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? On va le faire dans l'autre sens, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Et donc ça, c'est pour parler des particuliers, mais et tu parlais dans ta question des forces de l'ordre,
Et moi, je digresse un peu sur la question, mais je plains les forces de l'ordre. Je sais pas comment c'est possible d'aller tous les jours bosser, de se dire je bosse pour un État qui me défendra pas, le jour où j'aurais besoin de faire usage de la force pour défendre ce que je pense être légitime, mais au-delà de ce que je pense être légitime, pour défendre la loi quelque part. Parce que normalement les forces de l'ordre sont pas là pour faire un jugement de valeur, ils sont là pour défendre et faire appliquer la loi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que c'est les forces de l'ordre, et bon bref. Donc là, en ce moment, là, parce que j'enregistre, on est le lundi 9 juin. Il y a le policier qui a abattu Naël, qui, c'est tombé il y a quelques jours, va être jugé pour meurtre. Alors, avant même de... voilà, le but c'est pas de parler de cette histoire, mais c'est juste pour dire, il a été laissé tomber, ce policier. Alors, on sait pas encore comment ça va se finir, mais moi, je serais force de l'ordre, j'aurais peur d'un jour agir pour la justice, déjà que maintenant les forces de l'ordre... Bon bref, voilà, je vais digresser, mais voilà, donc, ce que je veux dire, c'est que avant même d'avoir le droit de te balader avec un pistolet à la ceinture, ou ne serait-ce que d'en avoir un chez toi, je pense qu'on en est très loin. Et par contre, pour te répondre un peu plus largement, en réalité, je vais pas dire que le port d'armes en France, parce que c'est pas le port, mais la détention d'armes est déjà quelque part accessible. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas impossible. Tu peux faire du tir sportif, tu peux être chasseur, il y a des Français qui ont des armes de façon tout à fait légale. Et je veux dire, dans certaines familles, tout le monde, je veux pas dire tout le monde a une arme, mais il y a, voilà, forcément, si t'habites à Paris et que t'es en ville et que, là, je suis pas en train de faire un jugement de valeur, hein, mais dans certains milieux, il y a des armes dans les maisons. Et je parle pas des cités. Allez, petite gorgée, question suivante. Question de ELDRD. Plutôt slip ou caleçon? Évidemment, slip. Coutu Iop. Penses-tu qu'une refonte complète de la République est une bonne idée ou on devrait juste continuer de l'améliorer? Avec tous les pouvoirs qu'a notre président, j'ai l'impression qu'un Napoléon ou un Poutine V2 peut arriver du jour au lendemain. Sans faire le bonapartiste, s'il y a un Napoléon qui arrive demain, je sais pas, vous préférez un Macron ou un Napoléon? Je prends une petite gorgée, comme ça je vous laisse répondre, mais... Je remarque que je prends beaucoup de gorgées. Je sais pas comment font ceux qui font des podcasts pour pas boire autant, mais sinon moi j'ai la bouche sèche tout de suite. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais ouais, pour moi c'est super important de beaucoup boire quand on parle autant. Alors, plus sérieusement, je sais pas, est-ce que vraiment vous êtes satisfait de la République? Est-ce que là, depuis, je sais pas quel âge vous avez, mais est-ce que vous avez l'impression que ça va pour le mieux? Est-ce que vous avez l'impression que c'est de plus en plus facile d'accéder à la propriété? Est-ce que vous avez l'impression que c'est de plus en plus facile de se balader dans la rue? Est-ce que vous avez l'impression que c'est de plus en plus facile d'être une fille à 2h du matin dans la rue? Est-ce que vous avez l'impression que c'est de plus en plus facile de se faire soigner, de prendre rendez-vous chez le médecin, d'aller aux urgences? Est-ce que vous avez l'impression que c'est de plus en plus facile de se déplacer? Est-ce que vous avez l'impression que c'est de plus en plus facile d'apprendre des choses à l'école? Je sais pas. Si c'est le cas, peut-être que oui, effectivement, la République telle qu'elle est une... Pardon, je croyais que j'entendais du bruit. La République telle qu'elle est une bonne chose, peut-être, mais si la réponse à toutes ces questions est j'ai pas vraiment l'impression que ça aille vers le mieux, peut-être qu'il faut réfléchir différemment, hein. Peut-être qu'il faut arrêter de penser sous le prisme de la France républicaine, hein. Et je suis pas en train de faire campagne pour le royalisme ou pour quelque chose d'autre, hein. Pour l'instant, là, c'est vraiment sans sous-entendu. Enfin, les sous-entendus, c'est à vous de les faire. Alors justement, restons sur la politique avec Jonathan001. Penses-tu qu'il y ait des politiques, entre parenthèses, un groupe qui pourrait vraiment faire changer la situation en France? Qu'est-ce qu'il y a comme grande famille politique? Je vais essayer de faire des tracés grossiers, parce que quelque part, j'ai envie de dire, ceux qui font 3%, on peut les éliminer. Non pas que ce qu'ils apportent n'est pas intéressant, parce que parfois, justement, ça peut être le cas, mais par définition, s'ils sont si peu représentés, ça sert à rien, quoi. On va pas perdre notre temps. Donc il y a qui pourrait être potentiellement élu. On reste dans ce schéma-là. Il y a le côté LFI, il y a le côté Macron ou Édouard Philippe. Enfin bon, je fais des amalgames, hein, mais on s'en fout. Et il y a le côté RN.
Bon, on va balayer rapidement, hein. Je commence par le RN, parce que j'imagine que pour beaucoup d'entre vous, c'est peut-être la solution. Bon, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est aussi quelque part des opportunistes? Que lorsqu'il y en a un dans leur camp qui est un peu trop, pas, ou plutôt pas suffisamment lisse, bah tout de suite il se fait virer. Dès qu'il y a... bon, je pense à une histoire en particulier, mais j'ai pas envie d'aller trop loin dedans, parce que j'ai pas tout en tête, et justement, ça, voilà, ça fait partie des différences entre quand je fais une vidéo et quand là je suis en impro total. Je supporte pas de dire des approximations ou des choses fausses, parce que les approximations encore ça peut aller, surtout si je fais un disclaimer, et je vous dis attention, là je connais pas exactement les chiffres, c'est de l'à peu près, mais ça changerait le raisonnement. Non, là voilà, j'ai pas assez l'histoire en tête, donc j'ai pas envie de la pervertir, mais non, globalement, est-ce que vraiment vous pensez que le RN serait une solution, quoi? Est-ce que vous avez pas l'impression que c'est les mêmes clowns? Bon. Et donc ok, allez, passons pour le RN. C'est une vraie question, hein. Parce que quand je vous dis que vous n'avez pas l'impression que c'est les mêmes clowns, vous avez peut-être des arguments pour me dire oui ou pour me dire non, hein. Mais moi je pense qu'en fait dans ce système, le RN compris, ne pense en fait qu'à eux-mêmes. Enfin, je veux dire, c'est tous des mecs, c'est des carriéristes, ils sont là pour eux, ils sont pas là pour vous. Contrairement aux autres, par contre le RN, c'est vrai qu'ils ont pas autant la prétention de dire qu'ils sont là pour vous. Je dis pas qu'ils le disent pas, mais contrairement à la gauche, ils arrivent pas avec des valeurs autant, humanistes ou quoi que ce soit. Bon, ensuite Macron, Édouard Philippe, bah c'est... Alors voilà, là encore une fois, je fais l'amalgame entre les deux, mais parce qu'on pourrait dire c'est un peu la même ligne. Est-ce que, voilà, on a fait X années, est-ce que vous voulez repartir pour un tour? Allons-y, quoi, comme dirait l'autre. Je sais pas. Je sais pas, hein. Est-ce que vous avez pas l'impression que tout est prétexte à vous taxer, tout est prétexte à... Bon voilà, là, j'allais digresser, mais je pense que ceux qui sont un minimum ouverts sur le sujet savent plus ou moins de quoi j'allais parler. Il y a deux sujets principaux que j'ai en tête, mais j'en ferai des vidéos plus poussées. Bref, voilà, Macron, est-ce que vraiment vous avez envie de continuer, quoi? Est-ce que là, depuis 10 ans, vous avez l'impression que... Enfin, 10 ans, ça fait pas encore 10 ans, mais est-ce que vous avez l'impression que vraiment ça progresse? Encore une fois, enfin, je veux dire, à part la dette française, parce que ça, pour le coup, oui, on sait qu'elle progresse, est-ce que vous avez l'impression que le reste, votre niveau de vie progresse? Je veux dire, ceux qui... Alors oui, ceux qui sont propriétaires et qui ont 60 piges, eux, ça progresse, il n'y a pas de problème. La valeur de leur bien immobilier, ça progresse, la valeur de leur assurance vie, elle progresse. Mais vous, là, les actifs, ou les jeunes actifs, ou les étudiants, est-ce que vous êtes serein pour la suite? Par exemple, si vous êtes étudiant, là, est-ce que, quand on parle de retraite, vous vous dites « Ah oui, moi je suis concerné. Moi là, je vais pas du tout cotiser pour des personnes, alors que moi je ne toucherai jamais rien. » Bon, bah qui c'est qui met ça en place? Ou qui c'est qui laisse perdurer ça? Voilà. Et ensuite, reste le camp LFI, avec Mélenchon en tête d'affiche. Bon, j'ai déjà fait des vidéos sur eux, sur leur hypocrisie, et sur ce que je pourrais leur reprocher. Alors, d'un côté, le RN, on pourrait dire c'est les moins pires, tandis que Mélenchon pourrait dire quelque part que c'est le pire. Mais j'ai envie de dire, est-ce que ce serait pas ça le mieux? Sérieusement. Parfois, de se dire, allez, entre un Mélenchon et un Macron, pourquoi vaudrait pas mieux un Mélenchon? Comme ça, allez, ça se pète la gueule, on voit que ça marche pas, et on repart sur des bonnes bases. On se pose des vraies questions. C'est une vraie interrogation, hein. C'est à creuser. Bon, allez, question suivante. Louis GTRE LCTR. Putain, je suis gâté par vos pseudos. Alors attends. Surtout en plus pour ce qu'il a à me poser. Pourquoi j'ai aucune idée de commentaire? C'est le seul mec à qui j'ai répondu d'ailleurs, parce qu'à l'époque c'était le premier commentaire. Donc voilà, t'as quand même eu le droit à ton petit moment, j'allais dire de gloire, faut pas déconner, mais t'as compris. Romuald CTR. Après, si c'est des questions... Oh putain, question à con encore. Désolé Romuald. Lugana. Penses-tu qu'on se dirige vers un futur dystopique? Qu'est-ce que t'entends par futur dystopique? Et puis j'ai envie de dire, ça dépend pour qui, hein. C'est comme, je vais parler du Covid. Le Covid, pour certains, c'était un enfer. Pour d'autres, il n'y a rien qui a changé, hein. Pour ceux, par exemple, qui vous disaient de pas sortir, de bien avoir votre attestation si jamais vous sortiez de chez vous, ceux qui vous disaient, vous savez, de laver les courses à l'eau de Javel. Bon, bah pour ces personnes-là, ça allait, hein. Vous n'avez pas le droit au restaurant, vous n'avez pas le droit de sortir de chez vous, vous n'avez pas le droit de partir en vacances, vous n'avez même pas le droit d'avoir de projet.
Mais eux, le restaurant est fermé, c'est pas grave, je fais venir un chef à domicile, de toute façon la police elle viendra pas chez moi. Je peux pas voir des amis au restaurant, ben le chef à domicile, puis grosse fiesta à la maison. De toute façon, moi j'ai un grand appartement, hein. Que j'habite dans Paris ou en province, je m'en fous, j'ai de la place. Contrairement à vous, quelque part, les gueux, la populace, où forcément passer des mois ou des semaines tout du moins, parce que je veux pas exagérer non plus, même si on cumulait, mais bon voilà, passer des semaines dans un 30 mètres carrés, forcément c'est compliqué quoi. Heureusement, il y en a, ils avaient des chiens pour sortir. Bon là, je suis dans la caricature, donc c'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sera pas dystopique pour tout le monde. T'inquiète pas. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Allez, question suivante. Après une petite gorgée de maté. Putain, c'est street cred. Fab Temat. Que penses-tu de l'immigration en France et en Europe? Quels sont tes projets sur YouTube sur l'avenir? Ah merde, putain, j'ai sauté les questions. Tac, tac, tac. J'essaie de retrouver comme ça pour la suite, ce sera plus rapide. Ok. Que penses-tu de l'immigration en France et en Europe? Pareil, c'est un sujet qui est très compliqué. Il y a plein de choses à dire. Des immigrations, il y en a plusieurs. On connaît pas. Je sais pas, ça dépend de la génération à laquelle vous appartenez, mais si vous êtes jeune, par exemple, si vous avez entre, on va dire, 20 et 30 ans, vous ne vivez pas la même immigration que vivaient vos parents ou vos grands-parents. C'est pas le même profil de personnes qui viennent. Et puis, donc ça, c'était déjà pour parler de l'immigration en tant que telle, et puis il y a aussi immigration et immigration illégale. Parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a très peu de... Enfin, voilà, le nombre d'histoires d'OQTF qui devraient quitter le territoire et qui sont encore là, il y en a plein. Hein. Il y a des histoires avec des flics ou des gendarmes, je crois que c'est plutôt des gendarmes. D'ailleurs je dis flics comme c'était des policiers, mais bon bref, on s'en fout. Donc ouais, il y a des gendarmes qui sont à la frontière, leur boulot, donc ils sont payés, hein, c'est de refourguer les clandestins qui essaient de rentrer en France. Donc qu'est-ce qu'il fait le gendarme? Le clandestin arrive, bah, s'il a un peu de chance, il le chope. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il l'attrape, il le met, je sais pas, en cellule, machin. Il le met dans son camion, il le redépose de l'autre côté de la frontière, puis le lendemain, il recommence. Et puis, bah forcément, ça va peut-être prendre 2 jours, 3 jours, 4 jours, 10, 50, 30, 90, 200. Mais de toute façon, le clandestin, qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a pas d'autre option. Il a rien d'autre à faire. Il va pas retourner de là où il vient. Donc maintenant qu'il est là, tous les jours, il va essayer. S'il faut essayer 50 fois, il essaiera 50 fois. Bon, le gendarme, au bout d'un moment, ben, il va le rater, ou il aura pas le temps d'arriver, ou ceci ou cela, ou alors il aura chopé 80%, et puis les 20% restants, ils vont passer. Bref, donc il y a des histoires, ouais, où t'as des gendarmes qui finissent par connaître les clandestins qui essaient de rentrer et qu'ils ont déjà refourgué 40 fois, quoi. Donc ça c'était pour l'immigration, même si j'ai répondu que partiellement, mais en même temps, je veux pas aller trop en profondeur, c'était juste pour balayer un peu le sujet. Quels sont tes projets sur YouTube pour l'avenir, enfin pour l'avenir? J'en ai plein, j'en ai vraiment plein, j'ai plein d'idées, j'ai envie de faire plein de choses, j'espère que ça, enfin, je ferai des choses qui vous plairont, j'en suis sûr, et enfin j'en suis convaincu. Je pense que là la chaîne on est sur une bonne dynamique pour vous donner pas des chiffres mais des tendances. On a une bonne croissance, aussi bien sur YouTube d'ailleurs que sur Instagram. Parce qu'Instagram c'est un réseau où je peux plus m'adresser à vous, et plus on sera d'ailleurs, plus je le ferai. Donc non, je pense qu'on est sur une bonne dynamique, ça va me permettre d'aller de plus en plus loin sur les projets, et puis plus la chaîne aura de moyens, plus je pourrai aller loin. Mon objectif c'est vraiment de développer quelque chose de viable financièrement et de pouvoir évoluer à ce niveau-là. Enfin évoluer de cette façon-là. Ce que je veux dire c'est que je veux pas que ça soit quelque chose de bancal ou quoi que ce soit, je veux que ça soit viable, et que du coup on puisse perdurer dans le temps et faire des choses intéressantes sans s'enfermer dans quoi que ce soit, et en gardant toujours la porte ouverte pour que ça soit bénéfique. Moi avant d'être... Enfin, j'ai pas commencé YouTube à 16 ans si vous voulez. Donc j'ai une certaine maturité, j'ai un certain recul, j'ai eu une vie avant YouTube. Donc j'ai été, et dit autrement, j'ai aussi été, et d'ailleurs je suis toujours, consommateur de contenu YouTube avant d'être créateur. Et du coup, j'ai aussi une part de moi qui sait ce qu'on attend d'un créateur.
Et du coup, voilà, j'ai envie de faire plaisir à mon audience, comme j'aimerais que les créateurs que je suis me fassent plaisir en tant que spectateur. Donc, je pense vraiment faire que des choses gagnant-gagnant. En tout cas, c'est mon objectif. Allez, question suivante. Alors, c'est une question longue. Je vois, il y a plusieurs chiffres, donc il doit y avoir plusieurs questions dans la question. D'ailleurs, je crois que c'est encore Romuald, CTR. Bon, alors voici. 1. Ton avis sur ma génération, la génération point. Alors, j'imagine qu'il voulait dire, je sais rien, la génération Z, millennials, je sais pas quoi. Je connais pas ta génération, parce que tu me l'as pas dite, donc j'ai envie de te dire, par définition, tu dois être une génération de merde. 2. Penses-tu que les Français vont réussir à s'unir... Putain, le mec, Romuald, je suis désolé, je te clash un peu, mais tu t'arrives à zozoter à l'écrit. Penses-tu que les Français vont réussir à s'unir pour faire face à la menace, ou sont-ils déjà désespérés ? C'est une question quelque part intéressante, mais qui en fait a plein de questions en elle, parce que j'ai envie de te dire, qui sont les Français dont tu parles ? Quelle est la menace dont tu parles ? Parce que des menaces, on peut en donner plein. Hein. Certains te diraient la menace, c'est la menace climatique. Certains te diraient la menace, c'est les Arabes. Je sais pas de quelle menace tu parles. Est-ce que tu penses que les Français vont s'unir ? Je pense qu'on est dans une période... Alors je dis ça comme c'était pas vrai avant, je sais pas, en fait, ça a peut-être toujours été vrai. Donc je vais retirer, je pense qu'on est dans une période, mais je pense qu'on est dans un monde où en fait il y a beaucoup, on s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup d'individualisme. Je vous parlais tout à l'heure des profs. Les profs, c'est pas forcément qu'ils veulent mal faire. Leur objectif le matin quand ils se lèvent, c'est pas de se dire ok, je vais faire de la merde aujourd'hui. C'est juste qu'ils voient ils voient quelque part pas plus loin que leur nez, leur museau, je sais plus ce que c'est l'expression. Par exemple, les profs, soit vous êtes étudiant, soit vous l'avez été, soit vous êtes, non, vous allez comprendre ce que je vais vous dire, mais vous savez très bien comment ça fonctionne. Les profs c'est l'expression faible avec les forts et fort avec les faibles. C'est-à-dire que le mec qui fait de la merde, qui répond, qui machin, le prof il va essayer 2-3 fois de le calmer, ça va pas marcher, il va lâcher l'affaire. Par contre, l'élève plus ou moins lambda qui lui fait pas trop de la merde, le jour où il va faire une connerie, il va se faire allumer. Parce que le prof, il sait qu'il n'y aura pas de représailles, parce qu'il sait qu'il va pas y avoir de réponse, et que le petit gentil, le petit Mathéo, je sais pas pourquoi je l'appelle Mathéo, il va fermer sa gueule, et puis il va donner son carnet, et il va aller se faire enculer. Tandis que si ça avait été l'autre, le spécimen, bah là, le prof, il sait qu'il va avoir le droit à potentiellement une chaise dans la gueule, quoi. Donc ce que je veux dire, c'est que les profs, même si, ouais, je suis d'accord, bon là, je digresse totalement, les profs sont pas là pour faire la police. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a des profs qui m'écoutent, je sais pas s'ils écouteront cette vidéo, mais il y a des profs qui m'écoutent. Votre travail est difficile, hein. Et quelque part, c'est d'autant plus dommage qu'en fait, vous avez un des travaux, votre travail fait partie des plus beaux, quelque part. Vous êtes là pour transmettre. Je veux dire, c'est super beau de transmettre. Quiconque a déjà transmis sait à quel point c'est quelque chose d'exceptionnel, de génial. Alors exceptionnel, pas vraiment au sens littéral, mais vous voyez là où je veux en venir. C'est fondamental. Donc c'est dommage de gâcher ça, et je suis sûr que les profs qui m'écoutent d'ailleurs je prêche des convaincus. Donc voilà, je pense que les gens, un peu à l'image des profs, j'ai fait ce parallèle pour dire que les gens sont très individualistes, et quelque part, parfois on peut pas leur en vouloir. Je veux dire, c'est tellement difficile de s'en sortir soi-même, qu'évidemment, avant de pouvoir se dire vous connaissez que l'adage, c'est pas vraiment ça, mais on s'occupe de soi, puis après on s'occupe de sa famille, puis après on s'occupe de ses proches, puis après on s'occupe de son village, puis après de son département, c'est pas département, mais vous avez compris, puis de sa nation. C'est très difficile de penser à sa nation quand déjà soi-même, sa famille, on a déjà du mal à subvenir à ses besoins et à son épanouissement. Donc est-ce qu'on peut vraiment en vouloir aux gens ? Je sais pas. Mais est-ce qu'ils sont responsables, au sens où est-ce que c'est à eux d'en tirer des responsabilités ? Ça, c'est sûr. De toute manière, c'est le cas toujours. Hein. Que ce soit bien, pas bien, faut toujours être responsable faut toujours se sentir responsable. Parce que sinon, c'est la fuite en avant. Bon, voilà, là, je digresse, et il y a encore plein de questions, donc je vais passer à la suite. Excusez-moi, je bois une petite gorgée.
En tout cas, j'espère que ce format vous plaît. Moi, écoutez, là, on est à un peu plus d'1 heure. Je vais continuer encore un peu. Mais c'est un format qui me déplaît pas pour l'instant. Je sais pas, ça se trouve, je vais m'écouter, je vais me trouver insupportable. Mais ça me plaît comme ça de vous parler. Parce que comme je vous le disais au début, je suis beaucoup plus détendu. Enfin, je suis beaucoup plus détendu. Non pas que d'habitude je sois stressé. Mais là, je suis très détendu dans le sens où je m'attends à rien. Et si ça vous plaît, je pense que je pourrais prendre plaisir à faire des formats comme ça, plus longs et plus réguliers, parce que contrairement à une vidéo, là j'ai pas besoin de préparer le script, j'ai pas besoin de faire de montage, j'ai pas besoin... Le travail qu'il y a derrière est beaucoup plus faible. Alors faudra voir si on arrive à se renouveler et à faire des choses intéressantes si on fait ça de façon régulière, mais je me vois bien, pourquoi pas, rajouter ce format-là de temps en temps, soit quand ça me dit, soit de façon... bon voilà, c'est à réfléchir. Vraiment, je vous invite à me faire vos retours là-dessus. Mais me concernant, ça peut m'intéresser. Et vraiment, si vous me faites des retours, me faites pas que des retours pour me suggérer, par exemple, imaginons vous me dites oui, ce que j'aimerais c'est que tu fasses ça avec quelqu'un d'autre. Ok, c'est un retour qui est intéressant. Mais faites-moi aussi des retours constructifs, dans le sens où vous pouvez me faire des retours qui pourraient vous paraître méchants, blessants. Enfin, si c'est pas dans cet état d'esprit que vous le faites, c'est très bien. Ce que je veux dire, c'est que si vous me dites ah écoute, franchement mec, t'écouter pendant 1 heure c'est trop long, ça marche pas, fais plutôt plus court ou quoi que ce soit, c'est quelque part ça pourrait être mal pris par certains, mais moi ça va m'intéresser, parce que l'objectif c'est de faire quelque chose, comme je vous le disais tout à l'heure, qui vous intéresse, qui est gagnant-gagnant. Ou à l'inverse, si vous me dites oui bon ben les questions c'est bien, en fait vaut mieux faire 15 minutes de questions et j'ai n'importe quoi, 1/2 heure ou traitement d'actualité. Bon voilà, à voir, mais vraiment faites-moi des retours et sans langue de bois, voilà c'est ça. Gorgée et question. Penses-tu que Macron fait tout pour déclencher une guerre pour rester au pouvoir encore plus longtemps en imposant peu à peu un régime totalitaire? Si oui, quelles représailles vont venir à nous? Non, je pense pas que Macron fasse ça. Macron, il est... on peut penser ce qu'on veut de lui. Moi-même, j'ai pas une... j'ai beaucoup de problèmes avec sa politique, voilà. Mais on peut pas nier, il est très fort. Enfin, il est très très fort. Il sait ce qu'il fait et il arrive à ses fins. Le problème en fait, c'est quand on n'est pas dans son camp, c'est tout. Mais non, je pense pas qu'il cherche à avoir une guerre. Surtout que ça n'arrivera jamais. Enfin, je veux dire, le mythe de la guerre civile, je pense qu'on en est très loin pour l'instant. En tout cas, déclenché parce que j'imagine, tu pourrais appeler les Français. Si un jour il y a une guerre civile, ça sera plutôt déclenché, comme à l'époque quand il y avait eu des émeutes, après justement Naël. Je pense que la guerre civile serait plutôt déclenchée par ce camp-là, plutôt que par le camp... malheureusement, voilà, je vois mal les paysans français déclencher une guerre. Malheureusement, je sais pas pourquoi je dis malheureusement, c'est pas du tout malheureux, parce que quelque part la guerre... regardez ce que disent les... Pour le coup, là, du coup, ça me fait vachement penser à Léon, à Barge Léon, pour donner son nom d'artiste, qui dit à très juste titre, la guerre, il est très renseigné, il a regardé beaucoup de documentaires sur des... il vous en parlera mieux que moi, sur des vétérans, etc. Et il avait fait, en fait, un moment, une story où quelqu'un lui disait non, mais il faut aller en guerre, etc., etc. Et il expliquait que la guerre, en fait, c'était... faut la fuir. Je veux dire, c'est horrible, la guerre. On peut croire que, mais non. Alors là, je vais pas du tout m'épancher sur le sujet, mais la guerre, sur le principe, faut l'éviter, y compris la guerre civile. Ça veut pas dire que parfois c'est pas nécessaire, ça veut pas dire que ça peut pas apporter du bien, c'est pas ça que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que faut pas que la guerre soit un but. Voilà. En tout cas, je pense. Trouves-tu dommage, enfin, on pourrait en discuter, parce que c'est un sujet qui est intéressant, mais je pense pas. Ceux qui cherchent la guerre, je pense, sont pas dans la bonne direction. Trouves-tu dommage? Ça veut pas dire qu'il faut pas s'y préparer, etc. Bon, je suis désolé, à chaque fois je passe à la question suivante et finalement je reviens dessus, mais parce que c'est un sujet qui est très compliqué. Et allez, question suivante. Trouves-tu dommage trouves-tu dommage, es-tu peur que d'un côté les Français patriotes deviennent ultra violents, ce qui débaucherait sur une guerre civile? Putain, tu fais plein de fautes. Déboucherait, tu m'as appelé débaucherait. Tu m'as écrit. Si oui, va-t-elle... Bon, tu me casses les couilles, je passe à la question suivante. De toute façon, t'as déjà eu plein de questions, Romuald. Si t'es pas content, tu m'envoies un DM. Voilà. Allez, Gorgée, question suivante.
Lugana. Je sais pas si ça se prononce bien, mais ça devrait aller. Qu'est-ce qui a engendré la mauvaise conduite du peuple français selon toi ? Faut préciser, hein, qu'est-ce que tu entends par mauvaise conduite, hein. Y a plein de choses. Le fait que les gens pensent pour eux-mêmes, le fait que les gens n'ont pas forcément une vision globale, et je dis pas ça en les chargeant, hein, c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc non, il y a plein de choses qui peuvent l'expliquer, et ça dépend de quoi tu parles. Donc, je veux pas répondre à côté. Question suivante, et encore, comme on a encore quelques questions, je vais passer à la suite. Lucas Rosa Bonanno. Pourquoi selon toi la France va si mal et se dégrade d'année en année, et comment on pourrait résoudre tout ça ? Pourquoi ça va si mal ? La République. Comment on pourrait résoudre tout ça ? Le Great Reset. Voilà, je suis volontairement un peu grossier. Je grossis volontairement un peu les traits, comme ça au moins on peut passer à la question suivante. Le pélo YouTube. Comment faire pour porter ses idées dans un milieu où il est plus facile d'être dans le camp du bien, entre guillemets, et où l'on peut tout perdre si on est catégorisé d'extrême droite ? Alors c'est une question qui est très intéressante, et j'ai envie de te faire deux réponses différentes. La première réponse, c'est sur Internet. Oui, sur Internet, c'est très rapide d'être catégorisé d'extrême droite, c'est très rapide d'être traité, je sais pas, de facho, d'avoir un point Godwing et de tout de suite faire partie de la Waffen-SS parce que t'as dit oh putain, enfin bon, je vais pas donner l'exemple parce qu'on s'en branle, mais ouais, ça va très vite. Tandis que dans la vraie vie, c'est complètement différent. Et donc je termine quand même sur Internet. C'est d'ailleurs pour ça, entre autres, que pour l'instant je suis anonyme, parce que par exemple, je comprends ceux qui ne veulent pas l'être. Ils ont beaucoup de courage, mais d'un côté, me concernant, je me dis c'est pas possible d'avoir certains discours qui je sais pas. En vous disant ça, je me dis que. Mais bon, voilà. Là où je veux en venir, c'est que c'est très difficile d'avoir parfois certains discours sans être, comme tu dis, catégorisé et d'être tout de suite ruiné. Et en fait, si t'as rien à perdre, bah tu t'en fous. Mais à partir du moment où t'as des choses à perdre, je parle d'une carrière, je parle d'une famille, je parle d'une situation, etc., etc. C'est très compliqué de risquer tout ça, même si c'est pour le bien, même si c'est pour le bien commun, même si c'est pour des raisons qui te semblent louables, etc. On est malheureusement, en tout cas pour l'instant, dans une dictature quelque part à ce niveau-là qui l'empêche. Alors d'un côté, je suis d'accord aussi avec le discours qui dit que c'est parce que certains, et je m'inclus, restent anonymes qu'on est dans cette dictature, c'est parce que certains n'assument pas, et c'est vrai, je l'entends, et voilà, je pense que c'est aussi très facile, il y a eu d'autres exemples, d'autres créateurs qui se sont fait ruiner pour avoir défendu certaines idées qui en plus sont pour le moins justes, et donc ils ont réussi à rebondir pour certains, et là je pense par exemple au Raptor, en plus lui c'était vraiment le précurseur, c'était une époque différente, mais ouais, c'est pas le cas de tout le monde, et faut être vraiment très solide sur ses appuis, et je pense que le Raptor, s'il avait su dès le début, il aurait peut-être fait les choses différemment, et même s'il s'en sort très bien in fine, je pense que ça n'a pas toujours été facile, et que rechercher la difficulté c'est bien, mais se mettre dans des situations si difficiles alors qu'on a des choses à perdre, je pense que c'est pas toujours la bonne chose à faire. Et là je parle plus du Raptor, je parle de manière générale. Donc voilà, ça c'était pour te répondre sur Internet. Et pour parler de la vraie vie, je pense que ça dépend vachement de ton entourage. Alors, je prends une petite gorgée et je m'explique. Je suis pas en train de te dire si t'es entouré de fachos, tu ne seras pas le facho, c'est pas ça. Ce que je veux te dire, c'est que en réalité, dans la vraie vie, des fanatiques, on en croise assez peu, hein. Je veux dire, typiquement on parlait tout à l'heure des LGBT, etc. Des gens qui se revendiquent hélicoptères de combat, enfin, c'est la blague, le running gag. Mais ce que je veux dire, c'est des gens qui disent oui, alors moi je suis un garçon, mais de temps en temps je suis une fille, puis je suis gender fluide, puis je sais pas quoi. Bah, il y en a assez peu en vrai, hein. Je veux dire, moi dans la vraie vie, alors je sais pas si c'est en fonction des milieux que je fréquente, mais quel que soit, enfin j'en ai jamais vu, je crois. Je réfléchis, hein, mais dans la vraie vie, je crois que j'en ai jamais vu. Et du coup, là où je veux en venir, c'est que des gens, des fanatiques comme ça, il y en a assez peu. Et par définition, s'il y a des gens qui sont extrêmement fermés d'esprit, etc., bah, c'est des gens qui en fait font pas partie normalement de ton entourage.
parce que c'est des gens avec qui tu peux pas discuter, avec qui tu peux pas avoir d'échange. Donc c'est pas des gens que t'as envie, je sais pas, d'inviter chez toi pour manger, c'est pas des gens avec qui t'as envie de faire des activités, c'est des gens que t'as juste envie de pas voir. Donc ça veut pas dire que il faut s'entourer que de personnes qui sont radicalement comme toi, mais ça veut juste dire que si t'es entouré de personnes qui sont plus ou moins saines, c'est-à-dire que tu peux avoir des discussions avec eux dans un sens comme dans l'autre, normalement il y a pas de souci. Hein. Et ça dépend aussi de toi, bien sûr. Parce que là, je parle des autres, mais si toi-même, t'es toujours inflexible, que tu penses détenir la vérité, et que tu penses ne jamais avoir tort, et que c'est toujours toi qui détiens la vérité vraie, comme disent les fils de pute, ben ouais, c'est toi en fait. Peut-être pas d'extrême gauche, mais d'extrême droite, c'est peut-être toi le mec chiant du groupe. Donc non, à partir du moment où toi t'es prêt à entendre des arguments, où t'es prêt à discuter, que t'es prêt à remettre en perspective, que t'es prêt à entendre ce que les personnes en face ont à te dire, s'il y a des gens qui ont des problèmes avec ça, en général, tu gagnes du temps, hein, si tu les sors de ta vie. Donc voilà pour te répondre. Et je pense que ça dépend aussi de ton âge. Parce que forcément, quand t'as 17 ans, quand t'es au lycée par exemple, bah, ton entourage, il a pas encore eu le temps de s'affiner. Toi-même, t'as même pas eu le temps de t'affiner, donc forcément, ton entourage est à ton image. Tandis que avec les années, tu vas pouvoir faire le tri quelque part, si je puis dire. Et je parle pas encore une fois de faire le tri avec des gens qui sont dogmatisés avec les mêmes idées que toi. Non, je parle de faire le tri avec des gens avec qui tu peux discuter et d'autres pas. Et d'ailleurs, quand tu vois des gens, tu parles pas tout le temps de politique. Hein. Alors oui, forcément, tes idées parfois se retranscrivent. Putain, ça fait déjà 2 fois dans cette vidéo. C'est pas grave. Dans la vraie vie. Mais c'est pas pour autant que tu passes ton temps à parler de politique. Hein. Tu vois, si, je sais pas, tu fais du sport avec des gens, t'es pas obligé tout le temps de parler de sport et de dire ouais, t'as vu le procès de Marine Le Pen, ouais, t'as vu Rima Hassan qui fait du bateau, ouais, t'as vu Mélenchon. On s'en branle en fait. Enfin, je veux dire, dans la vraie vie, voilà, hein. On n'est pas ni sur YouTube ni sur Twitter. Bref, voilà. Question suivante. Petite gorgée avant. Chuck Norris. Pourquoi on a été les meilleurs dans le domaine des innovations pendant les 30 Glorieuses et les années 80, et aujourd'hui la seule merde qu'on a créée, c'est les bouchons solidaires de merde. Alors les bouchons solidaires de merde, c'est des bouchons qui restent accrochés aux bouteilles. Mais vous savez, ça fait un moment maintenant que ça existe ça. Hein. Vous savez qu'il y a des générations qui n'auront pas connu les bouchons qui se détachent. Et moi j'ai une théorie sur ces bouchons. Là peut-être que je dis des trucs qui ont... peut-être que je dis complètement de la fake news, mais je pense que en fait, il y a un mec qui a déposé un brevet pour ce bouchon. Ce mec, c'était pas n'importe qui, ou c'était une entreprise, ou je sais pas quoi, et qui a eu derrière du lobbying pour rendre ce bouchon, sous prétexte d'écologie, obligatoire, avec ce système-là, et qu'à chaque fois qu'il y a un bouchon qui est créé avec ce système, celui qui l'a inventé touche des royalties, enfin touche pas des dividendes, mais vous avez compris, touche une petite somme. Comme le mec qui par exemple a inventé la Visa, à chaque fois que vous payez avec une carte bleue Visa, bah il touche 0,00, je sais pas combien, %. Donc c'est minuscule, mais sur la masse, bah le mec en fait il a inventé le protocole, et derrière il a plus besoin de travailler toute sa vie. Et je suis pas en train de dire que c'est pas bien, hein, c'est pas ça le sujet, que ce soit bien ou pas, ce n'est pas le sujet. Mais je pense que voilà, sur les bouchons, ça m'étonnerait pas, voilà. Ça m'étonnerait pas que ça soit le même principe. C'est-à-dire un mec qui... bon voilà, je vais pas me paraphraser, vous avez compris ce que je voulais dire. Et donc pourquoi on était les meilleurs et maintenant on l'est plus ? Parce que, encore une fois, il n'y a pas de budget, les gens... comment tu veux être le meilleur dans... Et encore, c'est faux. Tu vois, là, on est un peu dans le syndrome de... on n'est plus capable de faire quoi que ce soit. Alors que... on est dans le syndrome de c'était mieux avant. En réalité, il y a... je crois, là, il y a quelques jours, il y avait le jeu Clair Obscur qui était sorti, ou en tout cas, qui faisait beaucoup de bruit parce que il était très bien. Et alors moi, j'y ai pas joué, j'ai pas vraiment le détail, mais de ce que j'ai suivi, Clair Obscur, ça a été fait par une équipe. Alors vous me corrigerez si jamais je me gourre, mais encore une fois, voilà, typiquement, voilà. Là, je fais un petit disclaimer parce que j'ai pas les éléments précis. Si j'étais en vidéo, je serais allé chercher pour vous donner des faits très précis. Mais là, c'est pas grave, l'approximation n'est pas un problème, et d'ailleurs vous êtes là aussi pour me corriger si vraiment je fais une grosse erreur, mais je pense pas que ce soit le cas. Donc ça a été fait par des développeurs, donc c'est un jeu vidéo, qui a été fait par une toute petite équipe, ou du moins une équipe très restreinte par rapport aux jeux AAA dont on a l'habitude dans le monde du jeu vidéo. Et en fait le jeu est excellent, il est super bien noté, les gens qui y jouent l'adorent, etc., etc. Et d'ailleurs si je dis pas de bêtises,
je crois qu'il y a une bonne partie de l'équipe qui en fait était partie d'Ubisoft parce qu'ils étaient pas vraiment d'accord. Alors là, peut-être que je m'avance. Pour le coup, ça faut mettre des pincettes. Mais parce que Ubisoft est en train de devenir plus ou moins woke, pour aller vite. Et je crois que c'était des développeurs qui faisaient partie d'Ubisoft et qui se sont dit, ok, là, on n'est plus en train de chercher la performance, on est en train de chercher de l'idéologie. Et du coup, moi, ça me plaît plus, je pars, et on va aller faire un studio de notre côté, et on va faire notre jeu vidéo. Et alors, voilà, fin de la parenthèse à prendre avec des pincettes. Et ce qui est sûr, c'est qu'en fait, le jeu, donc Clair Obscur, fait par le studio 33, je crois, quelque chose comme ça, bon, on s'en fout, est un énorme succès, alors que c'est une équipe toute petite, qu'ils avaient beaucoup moins de moyens que d'autres jeux vidéo, et je crois que c'est une équipe qui est française, il me semble. Alors, on va me dire, oui, mais entre le Concorde et un jeu vidéo, il y a quand même un monde, je suis d'accord, mais je pense que voilà, là, j'ai pas forcément 20 000 exemples en tête, mais je pense qu'on est quand même encore bon sur certains sujets. Il y avait le chat, l'IA du chat. Moi, je l'ai jamais utilisé, honnêtement. Alors, je crois que la bulle s'est un peu effondrée, enfin, je sais pas. Mais je pense que voilà, on est quand même capable de faire encore des choses. Après, c'est sûr que c'est compliqué, monter une entreprise en France, faut réussir à faire de l'argent, faut réussir à entreprendre, donc ça c'est la base. Et après, il faut réussir à s'en sortir avec les impôts. Et c'est là où tu te dis, en fait, il y a des bâtons dans les roues, c'est là où tu te dis que c'est très compliqué, c'est là où, voilà, je vais pas vous faire un cours là-dessus parce que je suis pas du tout bien placé pour le faire pour l'instant, mais ouais, ça devient très compliqué. C'est très compliqué. Et au lieu d'avoir juste la difficulté normale de je fais une entreprise, elle est viable, et ben il y a d'autres difficultés qui se rajoutent derrière. Donc peut-être aussi forcément ça freine. Et donc il y a ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Je veux dire, quand tu fais une bonne école de n'importe quoi, ou que même t'es médecin, bref, peu importe, et qu'à la fin tu te rends compte qu'en France tu vas payer X% d'impôts, que pour acheter ça va être machin, etc. Bah dans certains cas de figure, ça revient à la question qu'on avait en tout début de vidéo. Bah vaut mieux te barrer, tu vas ailleurs. Tu sais que tu auras des meilleures conditions de vie, tu sais que tu te feras pas planter à 2h du matin, tu sais que... Voilà, etc., etc. Donc, ça peut aussi l'expliquer. Allez, question suivante. Et après, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter parce que j'ai pas... Putain, on a encore beaucoup de questions. Donc, je vais pas pouvoir tout traiter. Je suis désolé pour ceux que je vais pas traiter, mais bon, on va continuer encore un peu. Nolan JV. Comment faire pour être engagé en politique dans cette société gangrénée ? Encore une fois, c'est une question difficile parce que ça dépend de... Enfin, si tu t'engages aujourd'hui en politique, ça veut dire que tu crois dans le système actuel. Si tu penses que le système actuel ne fonctionne pas, qu'il prend les gens pour des cons, que les votes ne servent à rien, que etc., tu peux pas t'y engager, par définition. Tu peux pas dire... voilà, c'est comme si t'étais écolo et que tu prenais l'avion, si tu veux. Tu peux pas dire l'avion c'est de la merde et puis tu voyages 5 fois dans l'année. Attendez 2 secondes, j'ai reçu un message, regarde, c'est rien d'important. 2 secondes, paf. Ok, c'est important. Je vais finir ce podcast comme ça. Et voilà, je vous dis à la prochaine. C'est la fin de podcast la pire. Jamais une vidéo n'a terminé de façon si brutale et si nulle. Bref, je vous ai déjà dit, faites-moi des retours qui sont sincères. On verra si ce format va perdurer dans le temps. Mais en tout cas, ça m'a plu. Donc c'est sûr que si on le refera, je progresserai. Je serai de plus en plus détendu, de plus en plus naturel. Même si je pense que ça va finalement, j'étais beaucoup moins strict que j'aurais pu l'être en parlant seul face à un micro. Ce qui est quand même pas très naturel. Mais voilà. Bon, écoutez, je vous salue. Je vous remercie d'avoir écouté jusque-là. Vous faites certainement partie de l'élite si vous avez réussi à m'écouter pendant quasiment 1h25. Donc merci de m'avoir écouté, faites-moi vos retours, je radote, je vous dis à la prochaine, ciao, et d'ici là, pourquoi pas.